Pour le secteur pharmaceutique, est-ce qu'on sait quels sont les impacts qui sont attendus? Pour les industriels du médicament qui sont innovants, on va essayer de les favoriser, puisqu'on juge qu'elles sont moins bien valorisées en France que dans d'autres pays de l'Union européenne. Je suis Gladys Guénier, consultante au sein des équipes Consulting Services et Analytics basées en France. Je m'appelle Hugo Zamolo, je suis associé principal au sein des équipes stratégie et politique de santé d'IQVIA en France. Bon alors, ça va Hugo? T'as passé des bonnes vacances? Bah oui, très bien, et toi? Comment ça s'est passé? Super, ravi d'être de retour. Bah oui, moi aussi. Premier café de l'année. C'est vrai. J'ai vu que l'été avait été chargé. Il y a eu pas mal de rapports qui ont été publiés pour les différentes analyses, trouver les différentes solutions, notamment le rapport chargé produit de la CNAM, ainsi que les conclusions de la mission Flash, qui avait été confiée au CEPS par François Bayrou mi-juin 2025, dans le cadre de la préparation du PLFSS à venir en 2026. Exactement. Et du coup, ce sujet du déficit de l'assurance maladie accapare vraiment les débats actuellement, et donc fait l'objet de rapports qui font des propositions compte tenu de la situation. Et on a eu aussi au niveau politique une transformation avec le départ de François Bayrou, avec le vote de défiance et avec l'arrivée de Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre à la rentrée. Et à ce sujet, quelles sont les pistes qui sont privilégiées pour résoudre cette crise budgétaire? Alors, il y a plusieurs options quand il y a une situation de déficit, et clairement, il y a une orientation forte, c'est celle vers la prévention, et transformer l'intégralité du système de santé français vers plus de prévention, du fait du contexte de vieillissement, de chronicisation, d'innovation. Il y a cette nécessité d'investir en amont des pathologies pour vraiment prévenir les dépenses, et des dépenses qui sont un fardeau important. Et au-delà de la prévention, il y a aussi la volonté de mettre l'accent sur l'efficience des dépenses. C'est vraiment le maître mot cette année, c'est l'efficience, et donc l'efficience des dépenses pharmaceutiques, bien sûr, mais également l'efficience des dépenses vis-à-vis des professionnels de santé. On sait qu'il y a plusieurs professions qui sont ciblées, les radiothérapeutes, les radiologues, les biologistes, comme ayant des niveaux de rentabilité largement supérieurs à certains de leurs confrères. Et donc ça, c'est pointé du doigt par l'assurance maladie. Et on a également la volonté, au sein des structures de soins et pour les professionnels de santé, d'avoir une meilleure coordination pour arriver à une meilleure qualité des soins et de meilleurs résultats cliniques. Et donc tout ça va participer à améliorer finalement l'efficience des dépenses de l'assurance maladie. Et pour le secteur pharmaceutique, est-ce qu'on sait quels sont les impacts qui sont attendus? Oui, alors il y en a plusieurs, et il y en a plusieurs et qui sont différents en fonction du type d'acteur dont on parle du secteur pharmaceutique. Pour les industriels du médicament qui sont innovants, donc là on va avoir une vraie segmentation entre les molécules qui vont être considérées comme innovantes, réellement innovantes, c'est-à-dire les ASMR supérieurs ou égales à 3 au sens de la Haute Autorité de Santé. Donc elles, on va essayer de les favoriser. C'est-à-dire le système va essayer d'évoluer pour favoriser ces molécules-là, puisqu'on juge, et un certain nombre de données plaident pour ça, qu'elles sont moins bien valorisées en France que dans d'autres pays de l'Union européenne et de manière générale à l'international. Donc il y a cette volonté de renforcer ça, et donc ça va passer par plusieurs choses. Le maintien de la différenciation entre un prix facial et un prix net, la volonté d'augmenter le prix facial, mais la contrepartie, c'est d'avoir une dynamique qui soit de prix qui baisse de manière plus rapide, mais de manière plus prévisible, ce qui permet au laboratoire d'avoir une perspective de plus long terme. De l'autre côté, pour les laboratoires dits innovants, mais qui commercialisent des molécules d'ASMR 4 et 5, la volonté des pouvoirs publics, c'est de traiter moins favorablement, puisqu'il faut faire des choix entre des molécules qu'on va rembourser, et donc les ASMR 4 et 5, donc moins innovantes, vont être moins facilement intégrées dans le panier de soins à des prix élevés. Et au niveau des médicaments innovants, un des points centraux aussi, et qui fait l'unanimité entre les parties prenantes, c'est aussi la volonté de prendre et de considérer la valeur d'un traitement au-delà de son bénéfice clinique. La HAS, le modèle français, c'est que la HAS évalue l'amélioration du service médical rendu, et cette ASMR va servir de base pour la négociation tarifaire et pour l'évaluation de l'innovation. Là, la volonté du CEPS, c'est d'aller plus loin, et donc de continuer à rendre centrale cette évaluation du bénéfice clinique pour le patient, mais également d'aller au-delà, notamment en renforçant le poids de la médico-économie, donc en élargissant le scope des molécules qui pourront soumettre un dossier médico-économique, mais également intégrer l'impact organisationnel, l'impact beaucoup plus large sur différents paramètres, différentes externalités autour du médicament.
Le souhait, c'est de vraiment valoriser le potentiel et la valeur apportée d'une réelle innovation au système de santé français et aux patients en France. Donc là, on a discuté un petit peu des laboratoires dits innovants. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les laboratoires qui commercialisent des génériques, des biosimilaires ? Alors concernant ces laboratoires-là, il y a une vraie volonté des pouvoirs publics forcément pour que l'on ait un recours maximal à ces molécules-là, à la place des médicaments princeps et biologiques de référence. Mais le développement et la commercialisation de génériques et biosimilaires dépendent aussi de leur présence sur le marché. Et donc, comme on l'a pointé dans notre dernier rapport sur les biosimilaires qu'on a réalisé en début d'année, justement, il y a un vrai risque d'avoir un vide biosimilaire dans les années à venir, alors qu'on a un nombre conséquent de molécules qui vont perdre leur brevet, de molécules biologiques qui vont perdre leur brevet. Il y a un certain nombre de paramètres de marché, de perspectives de marché, et les médicaments biosimilaires ne sont pas des génériques. D'un point de vue industriel, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue R&D, voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui font qu'on ne peut pas transposer ce qui a fonctionné sur les génériques sur les biosimilaires, puisque ça aurait des conséquences qui seraient beaucoup plus néfastes et potentiellement avec des conséquences à beaucoup plus court terme. Bon, je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais bon, faut peut-être retourner travailler. Allons-y, go. C'est parti.